Merci, M. Gendron. J'aimerais maintenant inviter Mme Diane Marleau, vice-présidente du conseil d'administration, à nous faire part des questions que nous avons reçues du public. Mme Marleau. Merci, Monsieur le Président, et bienvenue à cette période de questions. Le 14 mai dernier, la RTM a publié l'avis de convocation à cette séance publique annuelle du conseil d'administration. Par le fait même, elle invitait les citoyens et les citoyennes à transmettre leurs questions via un formulaire en ligne. Les personnes intéressées avaient jusqu'à hier à 17 heures pour nous les transmettre. Nous avons reçu 25 questions. Plusieurs se recoupaient et elles sont regroupées par sujet. Nous répondrons aussi par écrit à certaines questions, compte tenu que le temps que nous disposons est limité. Aucune question n'était adressée à un membre du conseil d'administration en particulier. Aussi, je vais diriger toutes les questions à M. Benoît Gendron, directeur général de la RTM, qui les redirigera vers un membre de son équipe au besoin. Alors, le premier sujet concerne le remboursement de titres de transport pendant la période de pandémie. La première question est de M. Clément Lioux et Mme Jade WG. Quand les étudiants qui se sont procurés des titres 4 mois pourront-ils demander le remboursement auprès de la STM? C'est M. Gendron. Oui, il est possible de demander un remboursement en tout temps. D'ailleurs, l'ensemble des conditions sont sur notre site Web. Et si vous avez un enjeu particulier, vous pouvez vous adresser au service à clientèle de la STM qui vont nous référer les particularités. Merci. La prochaine question est de Gaëlle Jens, Marie-Pascale, Tingoué, Sanon. Qu'en est-il des titres mensuels achetés pour le mois de mars 2020 alors que les entreprises ont dû fermer leurs portes en raison de la pandémie? Est-ce que je pourrais avoir un crédit sur ma carte Opus afin que je l'utilise encore pour aller travailler? Nous avons reporté cette décision dans l'attente d'avoir un portrait plus clair, à la fois sur les manques de revenus, également les contributions gouvernementales. Une décision va suivre sous peu de l'autorité concernant ce remboursement. Merci. Les prochaines questions portent sur la refonte tarifaire. Nous avons reçu des questions de M. Olivier Lesage-Villeneuve, Mme Louise Girard de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, M. Julien Deschênes du bureau de circonscription de la députée de Mercier-Rouba-Gazal et de M. Étienne Larocque. En résumé, ces personnes veulent savoir où on en est rendu avec le projet, si l'ARTM a l'intention de faire des consultations publiques sur le sujet et quand la refonte sera-t-elle implantée sur le territoire? J'invite Daniel Bergeron, directeur exécutif planification des transports et mobilité, à répondre à cette question. Oui, la simplification de la tarification dans la région de Montréal, ça représente un des dossiers, je vous dirais, majeurs pour l'autorité régionale, mais aussi pour les usagers. Dans ce contexte, on a mené beaucoup de travaux depuis 2018, à la fois en termes de consultation publique, mais aussi d'analyse de scénarios qu'on pourrait proposer à la population. Et aujourd'hui même, le conseil d'administration de l'autorité a adopté un projet assez ambitieux de refonte de la tarification dans les régions de Montréal qui intègre l'ensemble des services de transport collectif et réguliers et adaptés, incluant le REM, le métro, le train, les autobus sur l'ensemble du territoire. On est très fiers de ce projet qui a été élaboré avec la participation active de l'ensemble de nos partenaires et il va être soumis à la population dès le début de l'automne prochain pour fin de consultation publique, une large consultation en fait, et qui va viser à obtenir le commentaire des citoyens et des usagers sur la question et éventuellement bonifier le projet de manière à subséquemment adopter une refonte tarifaire proprement dite pour potentiellement au cours de l'année 2021. Merci, M. Bergeron. La prochaine question est de M. Claude Fournier de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud.
Les sociétés de transport de la région montréalaise semblent avoir chacun leur expert en billettique et en solutions de paiement. L'ATCRS craint fortement que cette multiplication des responsables de la tarification à travers les sociétés de transport ralentisse considérablement la mise en place d'une solution de qualité pour les usagers et que l'expérience client soit décousue lors d'un déplacement nécessitant l'utilisation de plus d'une société de transport. Quel est le plan de l'ARTM à ce propos? J'inviterai M. Bergeron à répondre à cette question. En fait, c'est en lien direct avec la question précédente. Les modes de paiement font partie intrinsèque du plan de refonte tarifaire qui va être proposé à la population et d'avoir une intégration complète et transparente, autant au niveau des modes de paiement qu'au niveau des tarifs donc pour l'ensemble des services de transport collectif. Encore une fois, incluant le REM, les autobus, le métro et le train, ainsi que le transport adapté. Merci. Passons maintenant au sujet de tarification sociale. La question est transmise par Mme Saré Ortiz-Torres de Projet Genèse. Projet Genèse est un organisme communautaire voué à la défense des droits sociaux et de la justice sociale dans le quartier de Côte-des-Neiges. Nous travaillons depuis 2011 sur l'accessibilité financière du transport en commun, en mettant de l'avant la tarification sociale comme piste de solution afin de permettre aux personnes à faible et à très faible revenu de se déplacer. Nous constatons qu'être limité dans ces déplacements en raison des frais de transport contribue à l'exclusion et à l'isolement social des personnes en situation de pauvreté. Nous souhaitons connaître les impacts de la crise sanitaire dans la stratégie consultative ainsi que les prochaines étapes de la consultation en ce qui concerne spécifiquement la question de la tarification sociale. Monsieur Bergeron. Oui. Pour la tarification sociale, plusieurs initiatives existent déjà dans la région de Montréal, les plus courantes étant la tarification sociale selon des critères d'âge, notamment pour les jeunes ou les aînés, et les critères de statut des personnes, principalement pour les étudiants. On complète en ce moment, notamment à la demande des élus de la CMM, une évaluation de mesures de tarification sociale qui serait basée sur le revenu des personnes et des ménages, ainsi que les modalités opérationnelles qui pourraient être nécessaires à leur mise en place et l'incidence financière de ces mesures-là. Ces résultats vont être bientôt partagés avec la CMM et avec le gouvernement pour évaluer les modes de financement de telles mesures qui, évidemment, nécessaires à leur mise en place. Et tout cet exercice est mené en parallèle avec celui de la refonte tarifaire, là, sans y être directement relié, c'est mené en parallèle. Merci. La prochaine question est de Mme Julie Corbeil, de la table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire, le TROVEP de Montréal. La TROVEP de Montréal travaille depuis le début des années 2000 sur l'isolement et l'exclusion sociale vécue par les personnes à faible et à très faible revenu en raison de la cherté des tarifs de transport en commun. La refonte et l'harmonisation des grilles tarifaires dans la région métropolitaine sont l'occasion de prendre en compte la mobilité des personnes les plus démunies qui doivent utiliser les transports en commun pour accéder à des services et répondre à leurs besoins. Nous sommes ravis qu'un des chantiers d'études de la démarche de refonte tarifaire porte sur la tarification sociale. Mais est-ce que le tarif social, basé sur le revenu, fait partie des scénarios retenus par la RTM? Monsieur Bergeron. Comme je le mentionnais précédemment, c'est un travail qui accompagne la refonte tarifaire sans en faire partie intrinsèque, mais qui est complètement en parallèle. Et oui, une série de scénarios de rabais tarifaires ou de tarifs plus faibles sont évalués en ce moment selon les différents seuils de revenus pour permettre à des populations à faible revenu d'avoir accès à une mobilité dans la région de Montréal. L'enjeu éventuel de ces mesures-là. Merci, M. Bergeron. Alors, la prochaine catégorie de questions est un variat.
parce que les questions portent sur le projet de PSD, les investissements, les services et les problèmes financiers qui pèsent sur les services de transport collectif. La première question est posée par Mme Nicole Houle. Quel est le calendrier prévu pour l'adoption du plan stratégique de développement? Quel est le calendrier prévu pour les consultations publiques et quelle forme prendront-elles? Je demanderai à Daniel Bergeron de répondre à cette question. Oui. Donc, on l'a mentionné en introduction aujourd'hui, à la séance d'aujourd'hui. En mars dernier, le conseil d'administration s'apprêtait à adopter un projet de plan stratégique de développement pour les 10 prochaines années dans la région de Montréal, nous permettant d'initier une consultation sur ce projet-là. Le contexte de la COVID nous a forcés à mettre en suspens ces activités et on prévoit redémarrer le processus de plan et de consultation publique dès le début de l'automne prochain. Merci. La prochaine question est transmise par M. Kit Dallaroy. Croyez-vous accélérer les dépenses pour acquérir des autobus et autres véhicules dans les 2 prochaines années? Comme je l'ai dit dans mon allocution, il est clair que la pandémie actuelle remet en question beaucoup de choses. D'ailleurs, toutes les croissances d'offres de services vont devoir être revues et conséquemment, évidemment, l'acquisition de véhicules. Il est clair, par contre, que l'objectif du gouvernement du Québec est d'électrifier les réseaux de transport collectif et dans ce sens-là, on va faire les représentations nécessaires. Merci. La prochaine question est de M. André Trépanier. Je voudrais savoir pourquoi le projet de prolongement de la branche ouest de la ligne orange du métro de la station de métro Côte-Vertu jusqu'à la future station Bois-Franc-du-Rem n'est pas dans la liste des projets à accélérer pour les transports collectifs, liste qui a été rendue publique au début du mois par le gouvernement du Québec. J'inviterai M. Bergeron à répondre à la question. Oui, l'autorité a déposé le 1er mai dernier au gouvernement du Québec une proposition d'action priorisée en transport collectif pour soutenir la relance de l'économie du Québec suite aux impacts du COVID. Le prolongement de la ligne orange du métro jusqu'à la station Bois-Franc fait partie des actions qui sont priorisées par l'autorité et soumises au gouvernement. Maintenant, il appartient au gouvernement du Québec de considérer notre proposition et de faire les choix qui lui appartiennent quant à cette proposition. Merci. En lien avec l'implantation du REM, nous avons une question qui est transmise par Mme Christine Lantier du réseau Éco-citoyen de Saint-Lambert. Compte tenu des ententes d'exclusivité prévues par le REM, les usagers de la ligne 55 du RTL sont très inquiets quant à son maintien. Cette ligne, qui offre une liaison directe entre Montréal et Saint-Lambert en moins de 30 minutes, est empruntée en temps normal par 600 personnes par jour. Son abolition au profit d'un rabattage vers la station Panama signifierait un trajet au moins 2 fois plus long, entrecoupé d'une correspondance, ce qui ne fait aucun sens du point de vue de la mobilité durable. Êtes-vous en mesure de garantir la pérennité de la ligne 55? J'inviterai M. Bergeron à répondre à la question. La ligne 55 du RTL dessert en fait la partie de la Rive-Sud située à peu près, grosso modo, entre la route 116 et le pont Champlain. Donc, tout ce secteur-là passe par le pont Victoria, se rend au terminus centre-ville. Actuellement, le réseau de transport de Longueuil a mené d'importantes consultations publiques pour le guider dans la réorganisation de ses services d'autobus pour préparer l'arrivée du REM. Un aspect fondamental au succès éventuel du nouveau pattern de déplacement sur la Rive-Sud. Donc, considérant les travaux d'évaluation de réaménagement du réseau de transport dans ce secteur est en cours et on va voir, suivant les recommandations apportées par le RTL, qu'est-ce qui arrive avec l'ensemble des circuits, notamment le 55. On est juste donc un peu tôt dans le processus pour voir quelles sont les recommandations quant à ce circuit-là. Et évidemment, les besoins de mobilité des personnes du secteur vont guider les choix à venir, de même qu'une saine utilisation des fonds publics dans le secteur. Encore une fois, il est trop tôt pour avoir des conclusions à cet égard.
Merci, M. Bergeron. Alors, voici maintenant une question de M. François Pépin de Trajectoire Québec, une question en 2 volets. D'abord, un commentaire. Bravo pour votre plan de relance économique, le transport collectif, vecteur de relance économique du Québec. Avec la pandémie et le confinement, l'achalandage des transports en commun a diminué de 80 % depuis mars. Selon un sondage récent de IBM, plus de 20 % des répondants qui utilisent régulièrement le transport collectif ont répondu qu'ils n'utiliseraient plus le transport en commun et 28 % ont répondu qu'ils l'utiliseraient moins souvent à la fin du confinement. Devant cette crise sans précédent, l'avenir et la pérennité des services de transport collectif sont menacés. Trajectoire Québec aimerait savoir, pour les 2 questions suivantes, quelles actions la RTM compte déployer pour attirer les citoyens vers le transport collectif au courant des 12 prochains mois? Et est-ce qu'une réduction tarifaire importante est envisagée pour encourager leur retour? Tout d'abord, merci, M. Pépin, pour votre bravo. Dans un premier temps, au niveau des communications, on va s'assurer du respect des règles de distanciation sociale, puis encourager, dans le fond, et à rendre sécuritaire l'utilisation des transports collectifs. Cet automne, il y a une campagne qui est prévue pour les modes actifs, justement la liaison entre les modes actifs et les modes collectifs qui va être lancée. Et on va lancer, dès qu'il y aura une reprise quelconque de l'achalandage, une campagne à travers la région pour encourager le retour vers le transport collectif. Pour ce qui est de la réduction tarifaire, on a suspendu l'augmentation tarifaire prévue au 1er juillet dernier pour justement donner une chance à la clientèle. Et on a également permis des suspensions d'abonnement à la clientèle tant aussi longtemps que ces derniers n'auront pas un retour au travail. Merci. Maintenant, une question de M. Axel Fournier de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. La ville de Saint-Hyacinthe réfléchit actuellement à la possibilité de ne pas renouveler l'entente avec la RTM pour l'exploitation des lignes 200 et 300 du secteur Vallée du Richelieu. Cette ligne est essentielle pour de nombreux étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe, de l'Institution de technologie agricole ou de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Quelle est la position de l'RTM sur la question? Est-ce que des départs pourraient être coupés advenant un désengagement de Saint-Hyacinthe? Bon, comme vous le savez, une grande partie des utilisateurs de ces lignes proviennent du territoire de la RTM et se destinent vers le territoire de Saint-Hyacinthe. Donc, je peux vous rassurer, c'est nullement notre intention de couper ces services-là. On va maintenir ces services-là, d'ailleurs, avec un type de gratuité, notamment pour le Cégep, qui est la passe écolo. Merci. Maintenant, des questions qui ont trait à l'utilisation potentielle des lignes d'autobus d'Exo qui traversent le territoire de la RTL. Ces questions sont posées par M. Alain Riendeau et M. Jean-Michel Laliberté de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Elles concernent le fait qu'à de nombreux endroits sur le territoire de la RTM, des lignes d'Exo traversent le territoire du RTL, mais sans permettre aux usagers de l'agglomération de Longueuil d'utiliser les circuits. Quand le problème sera-t-il réglé? Je vous rassure, à l'heure actuelle, il y a de nombreuses discussions au conseil d'administration à l'égard justement de ce qu'on appelle les services express métropolitains. Donc, c'est une priorité de mettre en place des services qui vont desservir plus d'un territoire et permettre une utilisation plus judicieuse des fonds publics. Donc, c'est une priorité. On devrait voir apparaître les premiers circuits de nature métropolitaine dès l'an prochain et dans les années subséquentes. Merci. Autre question transmise par Mme Maude Landreville de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Je sais que la COVID-19 a affecté l'achalandage et j'aimerais savoir dans quelle mesure les OPTC ont diminué leur offre de services dans ce contexte et selon quels critères. Est-ce que l'effet d'une diminution de l'offre sur l'achalandage est considéré?
Évidemment, compte tenu de la chute importante, là, on parle de 85 % de perte d'achalandage qui a eu lieu au courant du mois de mars et avril. On a donné des orientations aux OPTC pour baisser le niveau d'offre. Ça variait entre 20 et 50 % selon les réseaux. Et on leur a demandé également d'ajuster l'offre de service en fonction du respect des critères de mesure de distanciation sociale. Merci. La prochaine question est transmise par M. Mathieu Vaillancourt de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. La TCRS, dans son mémoire envoyé à la RTM dans le cadre de l'élaboration du projet de plan stratégique de développement, a demandé la constitution de services de nuit métropolitains. Si Montréal compte sur un réseau majeur d'autobus de nuit, reliant toute la nuit des banlieues lointaines à plus de 30 km du centre-ville, comme Pointe-aux-Trembles et Sainte-Anne-de-Bellevue, et que Laval compte une ligne reliant le métro Henri-Bourassa au métro Montmorency, la Rive-Sud ne compte aucun service de nuit. Quel est le plan à moyen et long terme de la RTM au sujet des autobus de nuit sur la Rive-Sud? Je demanderai à M. Bergeron de répondre à cette question. Ce point interpelle les normes de services qui sont utilisées dans les différents secteurs de la région métropolitaine. Une des actions du plan stratégique est d'harmoniser ces normes-là, tout en tenant compte des particularités propres aux différents secteurs. Il y a quand même des normes communes qui peuvent être adoptées. Donc, le plan stratégique va certainement devancer, en fait, pas le plan stratégique, mais la pandémie actuelle va devancer le besoin d'harmonisation des normes. Par contre, pourrait retarder l'apparition de nouveaux services de nuit, simplement compte tenu des faibles achalandages auxquels on fait face présentement. Donc, on va rapidement amorcer le travail d'harmonisation. Par contre, des services comme les services de nuit vont devoir attendre que l'achalandage soit au rendez-vous avant de pouvoir être activé. Mais c'est le genre de choses qu'on va évaluer au cours des prochains mois avec les différents secteurs. Merci. Maintenant, une question de M. Simon Hamelin-Pratt de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. En 2021, les mesures de lissage gouvernementales destinées à éviter des augmentations trop importantes des cotisations municipales cesseront de s'appliquer. Cela entraînera une perte de 100 millions de dollars pour les municipalités des couronnes. Conjuguées à la pression fiscale de la COVID-19, les coupures actuelles dans le service pour EXO et le RTL risquent de devenir indélébiles, voire s'aggraver. Ainsi, qu'est-ce que la RTM entend faire pour remédier à ces problèmes financiers pressants? Parallèlement, peut-elle s'engager à établir un plan de remise en place des services et surtout éviter que les sociétés de transport coupent durant les périodes hors pointe, déjà peu desservies avant la pandémie? On a eu une résolution à notre conseil d'administration pour nous mandater, ainsi que la CMM, à faire des représentations auprès du gouvernement. On est fiers d'ailleurs, il y a eu aujourd'hui l'annonce d'une contribution de l'ordre de 400 millions pour la province de Québec au niveau du soutien au transport collectif. Et évidemment, comme vous le soulignez, on a demandé au gouvernement un plan sur 3 ans compte tenu de l'arrêt de l'aide du soutien gouvernemental pour l'année 2022. Donc, ça fait partie des représentations qu'on va faire et il y a un comité qui va être formé, le tripartite, entre le ministère des Transports, l'autorité et la CMM pour faire des représentations par rapport au manque à gagner. Merci. Alors, nous terminons cette période de questions avec la question de M. Simon Laporte de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. L'installation des panneaux de protection pour les conducteurs d'autobus va bon train. Cela permet aux usagers de monter à l'avant et de valider leur titre. Or, alors que les conducteurs d'EXO du secteur Sorel-Varennes s'assurent que les usagers valident leur titre, de nombreux conducteurs du secteur Laurentide demandent aux usagers de ne pas payer. Sachant que les recettes financières de la RTM sont considérablement réduites, mettant en péril le maintien du service, qu'entend faire la RTM pour que la perception de ces titres
se fasse correctement? On a justement eu une discussion aujourd'hui au conseil d'administration et on va demander aux OPTC d'accélérer les mesures justement à mettre en place, les mesures de protection là, qui avaient été recommandées par la CNESST ainsi que l'Institut national de la santé publique pour protéger le chauffeur dans le cadre de la reprise de perception. Parallèlement, on a également mis sur pied un titre qui va permettre de reprendre la perception pour les utilisateurs de bus seulement. Ce titre-là devrait être bientôt disponible là, à la clientèle. Alors, merci beaucoup, Mme Marleau. Et je tiens à remercier également chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont envoyé leurs questions. La séance publique du conseil d'administration sera disponible sur le site Web ainsi que la page Facebook de la RTM. En terminant, j'aimerais vous dire que nous sommes fiers à la RTM de contribuer à l'amélioration de la mobilité des personnes sur le territoire et de participer à la relance économique de la région métropolitaine. Nous proposons des projets structurants pour l'avenir qui ont le potentiel de stimuler plusieurs secteurs névralgiques de notre économie. J'aimerais également dire un énorme merci aux travailleurs et aux travailleuses qui ont continué d'assurer les services de transport collectif durant la crise sanitaire. Nous sommes solidaires avec vous et les usagers vous en sont certainement très reconnaissants. Au cours des prochains mois, nous continuerons de mener de front de grands travaux de planification, d'organisation, de financement et de promotion des transports collectifs. Les défis qui nous attendent sont stimulants et nous avons la ferme intention de les relever en collaboration avec nos différents partenaires. Nous sommes confiants en l'avenir et avons hâte de vous revoir au cours des prochains mois pour vous parler de nos projets et plus particulièrement la refonte tarifaire et du plan stratégique de développement du transport collectif. Merci de votre attention. Bon été à tous et à toutes et surtout, prenez soin de vous. Merci.